Bonjour à tous, salut à toi Rima, je suis content de te retrouver encore une fois. C'est un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, merci déjà de me recevoir. Donc moi, je suis donc Rima Hassan, je suis juriste de formation spécialisée en droit international et plus particulièrement en droit des réfugiés. Donc j'ai travaillé quasiment 10 ans dans cette thématique, tant dans la sphère institutionnelle que dans la sphère associative ONG. Et je préside à ce titre l'Observatoire des camps de réfugiés et je suis attachée à travers ce prisme-là à la question de la migration palestinienne, donc des camps palestiniens et donc de la Nakba, donc le grand exode de 1948. D'accord. Alors, il y a certaines personnes qui te définiraient comme la Greta Thunberg palestinienne, bien que moi, personnellement, je pense que Greta Thunberg, c'est un peu la Rima Hassan suédoise. Et donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu es palestinienne, tu es Mhm, une femme, mhm. et tu dénonces majoritairement ce qui se passe malheureusement actuellement à Gaza et depuis aussi en Cisjordanie et depuis un moment, pas Oui. que depuis 7. Donc j'aimerais faire un point par rapport à ça parce que par tes prises de position, tu es devenue une cible en tant que Mhm, palestinienne, en tant que femme. mhm, Comme on l'a évoqué dans la sphère privée, tu reçois des menaces par téléphone, je suppose, mhm, du harcèlement téléphonique, peut-être des menaces de mort, et mhm, on a vu aussi dernièrement qu'il y avait même des missiles de l'armée coloniale israélienne où il y avait des messages qui étaient attribués et qui allaient être envoyés à Gaza. Est-ce que tu mhm. pourrais un petit peu t'exprimer sur ce qui t'arrive et sur cette forme de pression qui est faite par ces gens-là? Oui, bah alors moi je considère qu'il y a un continuum entre ce qui est fait aux Palestiniens en Palestine et ce qui est fait aux Palestiniens aux voix pro-palestiniennes en dehors de la Palestine. Et donc moi, vivant essentiellement en France, même si là je suis actuellement à Amman, mais dans le contexte, disons, franco-français, européen, ou même aux États-Unis, ou dans les pays qui soutiennent en fait, idéologiquement, politiquement Israël. On a effectivement, des pressions, et le continuum, c'est de faire taire les voix palestiniennes, et moi je parle d'une mort sociale, et professionnelle, qui est qu'on essaye en tout cas de faire subir aux voix palestiniennes, pro-palestiniennes qui sont dans la diaspora. Et donc ça se matérialise, effectivement par des pressions, mais aussi par, ces, intimidations, anonymes ou pas. Donc, ça se matérialise effectivement par des menaces, par, des intimidations, soit sur mon téléphone, soit, mon adresse qui a été divulguée, des menaces de mort, de viol. Donc la dimension effectivement de aussi, enfin la place du coup, ma place de voix palestinienne femme, c'est important, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, je constate que l'essentiel des menaces que je reçois proviennent des d'hommes et qu'il y a cette dimension aussi, très sexiste, misogyne aussi, enfin, je veux dire dans les insultes, dans les propos, qui me sont, qui me enfin, dans travers lesquels on me qualifie. Et donc, il y a eu effectivement, je crois que le point de non-retour, ça a été effectivement, le fait qu'on mette mon nom, sur un obus israélien et qu'on m'envoie la photo et qu'on me fasse comprendre que, cet obus, bah, finalement va être, lancé, sur, la population, gazaoui et que bah, je veux dire, c'est une image qui nous hante quoi, de se dire, on a un obus qui est lancé sur son propre peuple et sur lequel, notre nom est inscrit et on voit bien que c'est des pratiques qui sont assez récurrentes de cette armée coloniale puisque ça n'a pas concerné, que ma propre personne, mais il y a eu d'autres personnalités en France qui ont été victimes de ce genre d'agissement comme, le député, David Guiraud. Donc en fait, ouais, ça cible pas uniquement les Palestiniens, mais ça cible toutes les personnes qui s'opposent à une politique coloniale, par exemple. Tout à fait et qui, en tout cas, sont identifiés comme étant des personnes qui sont aux côtés des Palestiniens, pas juste pour être aux côtés palestiniens, mais aux côtés des Palestiniens dans effectivement la dimension, la symbolique de leur lutte, qui est bien sûr, il faut le rappeler, une lutte, décoloniale. Et justement, dans tes prises de position, il se trouve que tu as été hissée par le magazine Forne Mmh. comme étant une des 40 personnalités de l'année. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce moment grossièrement? Parce que par la suite, si j'ai bien compris, suite à un tweet d'Arthur, tout a été revu par des pressions. Est-ce que c'est bien ça? Alors, donc déjà, le magazine Forbes, effectivement, chaque année, il fait un classement des 40 femmes, françaises qui font rayonner,
la France, à l'international, mais aussi, enfin, je veux dire, même, sur le plan national, à travers leurs engagements, leurs activités ou leur carrière ou leurs initiatives, et donc j'ai fait partie de ce classement. C'est important de le rappeler parce qu'on a l'impression que j'ai été classée, là, ces derniers temps, mais j'ai pas été classée là, j'ai été classée en août. Le magazine est Ah sorti oui, en bon, août, août 2023, et la cérémonie de remise en fait, des trophées devait se tenir en mars. Donc ce mois-ci, en mars 2024. Et effectivement, au moment où ça a commencé à être communiqué, moi j'étais toute contente en me disant: «Oh, c'est super, la soirée va se tenir, et cetera». Et puis, bah, moi j'étais très fière aussi, bah, de me dire que je portais, toutes ces, luttes aussi avec moi. C'est-à-dire que je suis quand même présentée dans la biographie sur, le site de Forbes comme, réfugiée palestinienne, et donc on voit bien le lien qu'il y a entre le fait que j'ai créé un observatoire des camps de réfugiés et le fait que je sois moi-même née dans un camp de réfugiés, donc c'était important pour moi, voilà, de porter les 2. Le fait que je sois à la fois, palestinienne, donc attachée à la lutte, qui est celle de mon peuple, mais aussi réfugiée et donc attachée à, toute cette question de la migration qui est une question profondément humaine, complexe dans, toutes les sociétés, données. Et il se trouve, qu'il y a eu, une story de l'animateur Arthur qui a dénoncé, mon classement, dans Forbes, et qui m'a qualifiée d'antisémite, qui m'a, reproché de faire, l'apologie du terrorisme en taguant, le directeur de Forbes et le magazine Forbes. Et cette story, elle est restée 24 heures, c'est important de le dire, c'est pas une story qui a été mise de 3 heures et puis qui a été retirée. Elle est vraiment restée 24 heures, et donc les conséquences sont très importantes puisque, Arthur, faut le rappeler, c'est quelqu'un qui a 3 millions de followers sur son compte Instagram, et ça a effectivement, lancé une campagne, de harcèlement à mon encontre, une intimidation contre Forbes, au point que Forbes a fini par annuler toute la cérémonie, c'est-à-dire vraiment de condamner presque, de punir 40 femmes, en plus de me punir moi, bien sûr, du fait de mes opinions et du fait de ce que je suis, palestinienne qui parle de la Palestine, réfugiée qui parle des réfugiés. C'est une quarantaine de femmes, en fait, qui sont complètement sanctionnées, et tout ça parce qu'il y a eu effectivement quelques pressions de quelques hommes, parce qu'il y a pas eu que Arthur, mais c'est Arthur qui a lancé, disons, cette polémique. Et je précise que j'ai porté plainte, bien sûr. de plus, c'est un homme, alors que c'est de remise de femmes. Enfin bref. Tout à Euh, fait, non, mais vraiment, c'est une dynamique de pouvoir, et moi je l'ai dit, c'est Bien important de sûr. le redire. Je me suis fait le scénario inverse en me disant: «Est-ce que quelques femmes auraient le pouvoir aujourd'hui en 2023-2024 de faire annuler toute une cérémonie de remise de trophées pour 40 hommes qui sont célébrés pour leur carrière?» Je ne crois pas. Donc pour moi, cette annulation, elle intervient aussi dans, ce qu'il y a de dynamique de rapport, de force entre les genres, Ouais. et dans le cas inverse, je crois pas que quelques femmes, au nom des opinions, politiques, de quelques hommes ou d'un homme, auraient pu faire annuler toute une cérémonie qui était dédiée à la célébration de 40 carrières, d'hommes. Je ne crois pas. Donc Bien c'est sûr. important de le dénoncer sous cette dimension-là aussi. C'est clair. Bon, plus sérieusement, on l'organise quand cette contre-soirée? Faut pas se laisser faire, hein. Mais non, mais Bien entendu, hein, c'est pas dans l'oreille d'un son, moi je l'organise, moi. on est plusieurs à y réfléchir. Le problème, c'est qu'on peut pas non plus faire une soirée ouverte, et Forcément, la ouais. cérémonie Forbes, c'était, voilà, une cérémonie, à huis clos avec les femmes et avec quelques invités. Donc on aimerait faire quelque chose, en tout cas, voilà, qui célèbre les femmes pour ce qu'elles sont et pas pour ce qu'elles devraient être, parce que moi, c'est Bien comme ça sûr. que je l'ai vécu. C'est-à-dire, bon, bah, si je veux pleinement être ce que je suis, c'est-à-dire, bah, une Palestinienne qui, au moment où son peuple est en train d'être victime d'un génocide, pouvoir en parler, pouvoir dire ce que c'est être palestinien, me retrouver sanctionnée pour ça. L'idée effectivement, c'était de revaloriser en fait la parole des femmes, aussi dans leurs paroles militantes, et pas juste d'être cantonné à, l'image qu'on veut bien valider d'elles. Donc on y travaille, j'espère que ça pourra se faire, mais en tout cas, on a En tout cas, à cœur de faire cette contre-soirée. au-delà de ce qu'il te proposait, sache que la résistance que tu as apportée par cet acte de bravoure, eh ben, il est encore beaucoup plus fort Mmh. que les 40 prochaines années du magazine Fort. Merci. Aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à tout ce qui se passe? Bah, c'est important là aussi de le dire, de pas mentir aux personnes qui me suivent, qui me connaissent pas. Bah, c'est pas forcément facile en fait, hein. Moi, je suis aussi partie de la France sur ces quelques mois parce que j'avais un vrai besoin de coupure. Je suis comme beaucoup d'enfants immigrés ou issus de l'immigration en France.
tiraillée entre, le pays qui m'accueille, enfin qui est devenu mon pays aussi, puisque j'en ai la nationalité et mes origines et voir que la France a une posture quand même de complicité active ou passive avec, l'État d'Israël qui est en train de littéralement massacrer mon peuple, ça a été très compliqué pour moi et je l'ai vécu un peu comme une rupture, comme, une blessure. Vraiment, j'expliquais hier à quelqu'un, pour qu'on comprenne, je lui dis: «C'est comme si je voyais, je sais pas, mon père en train de tuer, participer à tuer ma mère et que je devais, regarder ça, en me disant: J'appartiens à cette famille, quoi» et là, moi, j'ai ma famille, en fait, j'ai envie de dire, famille politique française qui est en train de cautionner la mort politique de ma famille palestinienne et c'est extrêmement, dur, douloureux, et donc j'ai eu besoin aussi de souffler de ça et des menaces et cetera donc je suis en Jordanie pour le moment pour aussi souffler un peu de tout ça. Est-ce que tu penses qu'il manque des espaces de dialogue où les gens ils peuvent échanger sans pression et sans être accusés forcément d'antisémitisme à chaque fois et d'entendre ce discours qui perturbe toute réflexion intellectuelle au-delà de ça? Bien sûr, alors c'est important de dire qu'il y a quand même, des rhétoriques qui existent encore, qui sont antisémites, il y a des raccourcis. Moi, je trouve que aussi notre, rôle en responsabilité quand on parle de la Palestine, c'est aussi de le faire en pleine responsabilité. Donc justement de D'accord, rappeler qu'on ne peut pas essentialiser des personnes de confession juive à Israël et qu'il ne faut absolument, pas non plus aussi essentialiser la société israélienne bien au sûr, régime israélien parce que, c'est exactement ce qu'on reproche, nous, Palestiniens, c'est de dire, «Bah, après tout, tous les Palestiniens sont le Hamas c'est les Palestiniens». Donc il faut pas faire la même chose, vis-à-vis de la société israélienne. Donc ça, c'est une première chose et effectivement, j'ai l'impression que parfois, on a des raccourcis qui consistent, en France à, tout de suite opposer une parole, qui pourrait être, critique à l'égard d'Israël, comme une parole qui, ciblerait des individus. Or, moi, c'est pour ça que je m'efforce de parler, de société israélienne ou de régime israélien, pour, enfin, par discipline aussi et par honnêteté intellectuelle. Mais c'est vrai qu'on a le sentiment que pour contrer parfois aussi cette critique légitime qui est faite à l'endroit d'Israël, on va, tout de suite se voir, opposer, la question de l'antisémitisme, et c'est contre-productif, c'est-à-dire bien sûr. que à force de enfin, je veux dire, là, il y a pas plus tard que quelques jours, il y a eu ce cinéaste, israélien qui a Israélien, fait ouais. un film, j'ai oublié son nom m'échappe, mais qui a fait un discours en disant: «Voilà, on a un documentaire, en fait, qui a été fait, sur, avec un Palestinien, qui était là et il a fait un discours en disant: "On vient, de pays, en fait, qui sont à à quelques kilomètres les uns on vit à quelques kilomètres les uns des autres. Lui, il vit sous régime militaire, moi sous régime civil et cetera. Il a évoqué cette question de l'apartheid entre Israéliens et Palestiniens. Il est israélien de confession juive et quelques jours après, il a eu des menaces de mort, il s'est vu accusé d'antisémitisme et Et donc voilà, je il y a un moment, je pense qu'il y a notre responsabilité, nous, pour parler de la Palestine, nous exige de dénoncer l'antisémitisme, bien sûr, de rappeler qu'il ne faut pas essentialiser les personnes de confession juive au régime israélien. Mais il y a une responsabilité, et là c'est un message que je passe, il y a une responsabilité du côté de ceux qui veulent défendre Israël. Après tout, ils ont le droit. Enfin, je veux dire, on vit dans une société où bien moi, sûr, j'ai pas à menacer, intimider ou insulter les personnes qui pensent différemment que moi. C'est ça aussi faire société, c'est la confrontation des idées et des engagements. Mais leur responsabilité à eux, c'est justement de rappeler qu'une personne qui critique Israël, ce n'est pas nécessairement une personne antisémite, quoi. bien sûr, Et cette parole-là de responsabilité, elle manque de l'autre côté, bien du sûr. côté pro-israélien. Je suis totalement d'accord avec toi. Et par rapport à la question palestinienne, j'ai l'impression qu'on vient de se rendre compte, que certaines personnes viennent de se rendre compte qu'en fait, sur les réseaux sociaux, c'est relativement compliqué de pouvoir dénoncer ce qui se passe actuellement et qu'il y a une censure qui est instaurée par des grosses plateformes telles que YouTube, Facebook. Tout Est-ce à que fait. c'est commun au problème palestinien ou ça a toujours été ça en fait? Je sais plus, moi je me souviens avoir suivi, quelques mobilisations comme sur la question des Ouïghours par Ouais, exemple. Bon, je pense qu'il y a une continuité dans ces réseaux sociaux qui consiste à réguler? peut-être ouais, à réguler du OK, contenu qui pourrait être sensible, violent et cetera. Malheureusement, il y en a, partout. Je veux dire, on vit pas dans bien un sûr. monde qui est complètement pacifié, disons. Donc je pense qu'il y a toujours eu cette régula cette, cette rég cette, Cette régulation. politique un peu, ouais.
Voilà. D'accord. Néanmoins, effectivement, on a vu qu'il y a eu une enquête de Human Rights Watch sur Mmh. les contenus, pour la Palestine, où même des drapeaux palestiniens étaient, supprimés, masqués, restreints. Donc ça a été bien démontré. C'est-à-dire que c'est pas juste un sentiment, c'est quelque chose qui a été maintenant démontré par des enquêtes de plusieurs ONG que, plusieurs plateformes censuraient, de manière assez, importante le contenu visant à défendre la cause palestinienne. D'accord. Hem, Moi, je suis content d'être là avec toi aujourd'hui. Par contre, la question qui se pose, c'est est-ce que dans les médias français, on laisse une grande place aux Palestiniens pour s'exprimer, en fait? Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui pensent pour les Palestiniens, mais est-ce qu'on laisse la place aux Palestiniens et aux Palestiniennes, bien sûr? Alors déjà, il faut bien, rappeler qu'en France, malheureusement, nous sommes une toute petite communauté. Il y a pas, on le voit à chaque fois qu'il y a une parole palestinienne qui, émerge un peu, ça devient tout de suite une figure. Alors que dans d'autres pays, je sais pas, anglo-saxons, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, il y a plusieurs voix palestiniennes, il y a plusieurs types d'activistes. Il y a les avocats, il y a ceux qui sont mobilisation, dans les rues et cetera. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs types de mobilisation, BDS et donc il y a pas une figure, voilà. En France, j'ai l'impression que c'est une figure qui en succède, qui c'est une figure après, et les c'est il y a toujours une figure, en fait, qui vient en succéder à une autre. Donc on a eu D'accord. Laïla Chahid, après on a eu, Ilias Sambar. Moi, je sais pas si je fais partie aujourd'hui des voix palestiniennes, mais T'inquiète pas, je c'est sens bon, c'est pas bon, mais c'est en tout cas, validé. non, mais ce que je veux dire, c'est que je sens effectivement que Ouais, j'éponge en fait, les à la fois les réticences, mais aussi les adhésions. Donc ça, c'est important de le contextualiser dans le fait qu'il y ait pas beaucoup de voix, précisément parce que initialement, on n'est pas très nombreux. Mais ça n'excuse pas, effectivement, l'invisibilisation qui est faite du récit palestinien, de bien la sûr, narration, palestinienne, avec toute sa diversité. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, les Palestiniens, faut qu'on les entende depuis les camps, il faut qu'on les entende depuis Gaza, il faut qu'on les entende dans leurs différentes réalités bien d'occupation, de sûr, colonisation, d'expulsion. Et c'est vrai qu'on a peu d'efforts, enfin pas assez d'efforts en tout cas, bien sûr, du côté, des médias. Mais ça, j'ai envie de dire que c'est l'héritage aussi, qu'on a dans les pays européens de raconter toujours, pour les autres. Et bien c'est un sûr, combat qui est mené même dans les luttes antiracistes. C'est de dire: «Mais quand vous voulez parler des femmes voilées, bah, laissez les femmes voilées parler», bien par sûr, exemple. c'est clair, Quand vous voulez parler du racisme, laissez une personne qui est victime du racisme d'en parler. Quand vous voulez parler, d'homophobie, laissez une personne qui a, telle orientation sexuelle pour en parler. Et donc c'est un le combat en fait, de récit palestinien s'inscrit dans un combat qui est plus large, bien qui est sûr, celui, de donner la parole aux personnes concernées, parce que sans ça, il y aura pas de réel débat. c'est clair. Et une autre question, maintenant on le sait, bon, toi et moi on l'a toujours su, mais il y en a qui le découvrent aujourd'hui que l'armée israélienne cible délibérément des femmes et des enfants, donc des civils. Tout Est-ce que à tu fait. penses que les prises de position de l'Élysée, elles sont à la hauteur de la responsabilité de la France qu'elle devrait avoir? Non, du tout. Bah, on en parlera peut-être après, mais le Ouais, canal, Action Palestine, qu'on a lancé sur Telegram, ouais, il avait surtout vocation à répondre à cette urgence d'un positionnement. bien On n'a sûr, pas vocation à ouais, en ouais, faire une organisation parce qu'il y en a déjà plein. c'est clair, Mais l'urgence dans laquelle on a créé, on a mobilisé, plus de 20 000 personnes en fait sur ce canal, c'était justement pour faire pression pour que le positionnement de la France y soit à la hauteur dès le début. Parce qu'on sentait bien sûr, justement le risque, d'une offensive qui allait être meurtrière, vraiment, aujourd'hui génocidaire pour le peuple palestinien, au vu des propos qui ont été tenus par les responsables israéliens dès le début. Moi, j'ai un c'est clair, entretien ouais, que ouais, j'ai fait pour Mediapart fin, octobre, où je parlais du risque de génocide, parce qu'on avait déjà des propos qui consistaient à animaliser le sujet palestinien, à l'essentialiser, donc à dire: «Il y a pas d'innocents à Gaza, c'est tous le Hamas» et cetera. Ouais, je t'entends. ça a coupé, je suis désolé. Ouais, ouais, je disais que voilà, tous les efforts que nous avons faits avec ce canal, et heureusement, il a été porté par, ces efforts ont été portés par tant d'autres organisations et mobilisations. Bah, je regrette il a fallu attendre des mois et des mois pour que la France parle d'un cessez-le-feu. Alors que nous, Bien c'était sûr, notre exigence depuis dès le départ, mi-octobre. Mi-octobre, on était en train de se mobiliser pour lancer des lettres aux députés, pour dire au ministère des Affaires étrangères, appelez un cessez-le-feu dès maintenant, c'est maintenant qu'il faut limiter bien sûr. le nombre de morts, etc. Et Bah, donc en non, plus le positionnement de la France, il est très tardif et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas à la hauteur. et c'est clair parce que je crois même que la 1re vidéo qu'on a sortie, c'était justement sur un cessez-le-feu.
Tout si je me à trompe fait, pas. mais depuis mi-octobre, en fait, nous, on est sur la positionnement, on a demandé un cessez-le-feu et en fait, on est 3 mois après maintenant qu'on demande à ce que la France dénonce un génocide, la France est en train d'appeler un cessez-le-feu. C'est-à-dire qu'il y a toujours 3, 4 mois de retard, en fait, sauf qu'en attendant, ce sont les Palestiniens qui sont en train de mourir et c'est Bien sûr. Gaza tout entière qui est en train d'être, détruite. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu penses pas qu'il y a un deux poids, deux mesures par rapport aux combattants israéliens qui seraient éventuellement en train de combattre sous bannière israélienne, franco-israélien, pardon, Bien français, qui sont sûr. résidents français et qui combattent, en Israël? Bien sûr, mais c'est tout le problème aussi qu'on a avec, cette armée, coloniale Israël, c'est que coloniale israélienne, c'est que, il y a des accords qui sont passés avec beaucoup de pays, où il y a la question des binationaux et donc le fait que qu'il puisse y avoir des soldats, qui sont, des États-Unis, de plusieurs pays quoi et la France est dans ce cadre-là et il y a quelques milliers de 4 000, selon les estimations, Français qui sont en train de combattre, aux côtés, d'Israël. Maintenant, la question c'est de savoir dans quoi est-ce qu'ils sont impliqués précisément, quel est leur degré de responsabilité dans les actions qui sont menées, à Gaza et dans les actes, génocidaires qui sont actuellement menés à Gaza. Mais ça fait partie des combats politiques sur lesquels on doit avancer pour faire cesser cette impunité. Il y en a tellement d'autres, Bien mais sûr. effectivement, c'est un angle depuis la France qu'il faut absolument traiter. D'accord. Et il y a aussi ce problème d'armement, et de la contribution de la France. Est-ce que tu penses que c'est, un secteur auquel, on pourrait éventuellement faire pression aussi? Tout à fait. Bah, là, il y a eu, quelques jours, le Nicaragua a accusé devant la Cour internationale de justice l'Allemagne de complicité active avec, les actes génocidaires, commis par Israël, puisque l'Allemagne soutient politiquement, financièrement et en armement, Israël et donc le risque pour la France, je pense que c'est pour ça que ces derniers jours, on a pu observer un petit ton qui a changé, donc où Mmh. Emmanuel Macron a jugé inacceptable les massacres qui ont eu lieu pendant la distribution alimentaire. D'accord. Donc, et Stéphane Séjourné, aussi le ministre des Affaires étrangères, a eu aussi un ton qui consistait à dire que c'était injustifiable et à condamner en fait les agissements d'Israël. Je pense que la France est en train un tout petit peu de changer de ton parce qu'elle voit très bien que le Sud global, qui est quand même à l'initiative de la saisine de la Cour internationale de Effectivement. justice, qui vise quand même à défendre le droit international, la symbolique derrière cette saisine, c'est surtout la défense du droit international. On voit bien qu'aujourd'hui, les garants de ce droit international, c'est le Sud global, alors que Bien sûr. ce droit international a été façonné et pensé essentiellement par les pays du Nord qui ont Une belle été à leçon. l'initiative. Voilà, qui ont été à l'initiative aussi de la création des Nations Unies, etc. Et je pense que la France craint aussi d'être poursuivie devant la Cour internationale de justice par un État qui pourrait dire ah bah comme l'Allemagne, vous aussi, peut-être à des degrés différents, vous soutenez politiquement parce que vous avez parlé de soutien inconditionnel et parce que vous ne condamnez pas les agissements d'Israël, vous soutenez militairement parce que vous avez des accords et que vous financez l'armée, vous soutenez, vous exportez des armes envers Israël qui aujourd'hui doit rendre des comptes devant les instances internationales, etc., etc. Donc effectivement, il y a des leviers de pression qui sont déjà en train de s'opérer contre les pays qui soutiennent Israël et il faut maintenir ce rapport de pression pour que la France finisse par décider la fin des exportations d'armes envers Israël. C'est le minimum du minimum à ce stade. Bien sûr. Et aujourd'hui, moi, je me rends compte que bon, depuis un paquet de temps, je suis militant pour la cause palestinienne et à chaque fois qu'on me disait Palestine, les gens ils étaient perdus: «Ouais, c'est compliqué, autre». J'ai l'impression que depuis ce qui se passe, ces derniers temps, il y a une mobilisation mondiale où il y a une conscience vraiment en fait, je pense qu'avant les gens n'avaient pas conscience que l'armée Oui, coloniale israélienne commettait des exactions sur des civils. Et je pense oui. qu'aujourd'hui, à l'ère d'internet, ils ont accès à l'information en direct. Est-ce que tu penses qu'il y a une prise de conscience mondiale par la société civile et la population? Je pense que on a beaucoup dénoncé le fait que les journalistes internationaux n'avaient pas accès à Gaza. Mmh. Donc Israël, en fait, en imposant parce que c'est Israël qui a décidé de Bien ça, sûr. hein. C'est Mmh. Israël qui a décidé de fermer l'accès, mais c'est là où on voit à quel point cet État est abruti par la colonisation. Je veux dire que vraiment ça, c'est Aimé Césaire qui disait que la colonisation abrutissait vraiment le colon. Sûr. Et bien moi j'ai vraiment l'impression qu'on a affaire à un État qui est devenu bête, vraiment enfin qui est un qui est contre-productif d'ailleurs même sur sa propre stratégie et je vais citer cet exemple. Israël pensait pouvoir, stopper la diffusion d'images, en gros, de ce qui allait être commis et parce
que sciemment, ils ont projeté de toute façon la commission de plusieurs, massacres et des exactions telles qu'on les a observées ces derniers mois. Sauf que, bah, ils se sont pas attendus à ce que, des Palestiniens qui étaient sur place, d'ailleurs, ils ont fini par tuer une centaine de journalistes pour ça, mais que des Palestiniens sur place allaient documenter de manière brute, radicale, parce que les journalistes, il faut dire ce qui est. Bien sûr qu'ils font leur travail et c'est un travail qui est précieux, minutieux, respectable, mais souvent Un ils vont format, pas voilà et puis ils vont pas, montrer, des corps comme ça, criblés bien de sûr, balles, des mères endeuillées en train de tenir leurs enfants, les cris, ils vont, parler de ce qui s'est passé, ils vont peut-être mettre une image ou 2, mais il y a quand même, une retenue souvent quand même dans les bien reportages sûr. qui sont faits. Et donc là, ça a été contre-productif pour Israël parce que du coup, on a eu les images en brut, Brut, en ouais. aussi violentes soient-elles, mais je veux dire sans coupure, sans montage, de manière très brute. Et je pense que pour les gens, il y a eu un électrochoc parce que justement, c'était pas retravaillé pour un format journalistique, pour un 20 heures, pour un Bien un sûr. format bien spécifique qui consiste quand même à protéger, j'ai envie de dire, le public. Là, c'était, réseaux sociaux de manière brute, c'est-à-dire qu'on filme les gens en train de crever, dans des bains de sang, des bébés, qu'on sort des décombres et cetera et je pense que l'électrochoc a aussi eu lieu à travers ces images qui ont été très dures et qu'on a tous vécues en direct. Justement, en parlant de ça, j'ai vu il y a quelque temps une info qui disait qu'un enfant naissait toutes les 10 minutes à Gaza et mourait toutes les 10 minutes à Gaza, tellement c'est Ouais, cruel. Hem, il y a mmh, des choses qu'on peut évoquer quand même, l'absence d'accès à l'eau. tout à Est-ce fait. qu'il y a d'autres choses que tu peux si tu peux éventuellement citer? L'absence d'accès à la nourriture, Ouais, à il y a l'électricité? en Mmh, fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de génocide, il faut bien préciser qu'on parle du génocide par destruction du groupe social. C'est ce bien que sûr, l'avocat Gilles Devers a rappelé puisqu'il travaille oui, sur cette procédure devant la Cour pénale internationale avec des centaines d'avocats. Et ce qu'il a rappelé, c'est qu'il faut sortir de l'idée qu'on se fait, parce que l'argument justement des pro-israéliens, c'est de dire, bah non, c'est pas un génocide, il y a quasiment 2 millions de personnes, il y ouais, a entre guillemets que 30 000 morts. Parce que si on voulait vraiment tous les tuer, bah on pourrait tous les tuer. Enfin, c'est une rhétorique qui est atroce, je suis désolée mmh, de bien la sûr, retranscrire de manière aussi brute, mais des fois, moi je le vois et je l'entends. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le génocide qui est en cours, et ça va répondre à ta question, c'est un génocide par destruction du groupe social. C'est-à-dire bien sûr, vraiment de détruire en fait tous les moyens aussi de subsistance qui permettent à ce groupe de survivre. Donc ça passe bien sûr par les assassinats et par les meurtres et les attaques ciblées. Donc on l'a vu avec les journalistes, mais on l'a vu effectivement avec des enfants, avec des familles qui ont été bombardées en pleine nuit, des hôpitaux, les infrastructures civiles. Donc la destruction du groupe social, elle passe aussi par détruire tout l'environnement. C'est-à-dire que, d'accord, imaginons, tu es une famille où vous êtes 40, bah, ramener, si tu veux, à cette famille un génocide, c'est pas que tuer 10 membres de ta famille, c'est aussi détruire votre maison, c'est détruire l'hôpital qui vous servait, qui était à côté dans votre quartier pour pouvoir vous soigner, c'est détruire l'école qui servait des espaces d'éducation pour les enfants, c'est détruire les lieux de culte, c'est détruire les monuments historiques et de culturels, de patrimoine qui sont propres à l'espace où vous vivez. Et donc, c'est de rendre de fait la vie d'accord, impossible dans la bande de Gaza. Et donc, bien pour sûr. ça, j'ai juste une donnée. Aujourd'hui, la bande de Gaza, elle est détruite à 85%. C'est de dire qu'en fait, effectivement, il y a les coupures d'eau, les coupures d'aliments, et cetera. Mais tout ça participe à un ensemble qui est cette politique génocidaire et qui passe pas, encore une fois, c'est important de le dire, que par tuer des gens. C'est-à-dire quand on coupe l'eau, quand on coupe la nourriture, quand on détruit tous les moyens de subsistance pour un peuple, ça s'appelle le génocide par destruction du groupe social. Et donc ça passe aussi par la politique génocidaire, ça passe aussi par affamer, épuiser les populations. Ça a été démontré par Médecins sans frontières que en fait les Palestiniens à force de les déplacer, parce que c'est ce qui s'est passé, on Bien leur a sûr, demandé de se déplacer de ouais, quartier en quartier, en fait, de localité en localité, ça participait à les épuiser. C'est-à-dire que ça finissait par créer un trouble et un sentiment de traumatisme, en fait, permanent,
Parce qu'on leur disait: «Le point A, il est sécuritaire et il est en sécu enfin, c'est une route de Ouais, sécurité, vous pouvez y aller» et puis, en fait, une semaine après, on bombardait, cet espace en leur disant: «Finalement, vous devez aller au point B» et après on bombardait le point B et en fait, ça a participé c'est Médecins sans frontières qui a fait des posts là-dessus en disant que ça a participé à épuiser psychologiquement les Palestiniens et que, ça participait vraiment de la logique, génocidaire, aussi, du gouvernement, israélien qui est d'offrir aucun espace de sécurité et de répit aux Palestiniens. bien sûr. Moi, par exemple, si demain, je viens de découvrir ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est horrible et j'aimerais mobiliser. Bon, j'ai pas le temps d'aller peut-être aller manifester. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut éventuellement faire? Oui, en fait, il y a, déjà, il y a un énorme travail, ça a été dit, je pense que tu l'as dit, mais il y a un gros travail déjà d'éducation sur la question palestinienne. Bien Parce sûr. qu'il y a un historique qui est tel, et nous, l'enjeu, c'est de dire, bien sûr qu'il faut condamner sans réserve, en fait, aussi ce qui s'est passé le 7 octobre. On peut pas le justifier, c'est-à-dire que on peut pas justifier le fait que des enfants, des femmes, des vieillards soient pris pour cible. Mais c'est important de contextualiser ce qui se passe, en fait, sur le terrain depuis 75 ans. Contextualiser n'est pas en aucun cas justifié. Mais nous, en fait, ce qu'on demande, nous, Palestiniens, aux personnes qui s'intéressent à ce sujet, c'est vraiment de faire cet effort déjà de s'éduquer soi-même. Ensuite, à son échelle, d'être bien sûr en relais, en mobilisation. Et effectivement, il n'y a pas que la question de la mobilisation dans les rues. Si on n'a pas le temps d'aller manifester, il y a plein d'actions qu'on peut faire. Donc Action Palestine, effectivement, on a développé le site internet où il y a 4 types d'actions qui sont répertoriées et que chacun peut inscrire sur le site internet. Il y a les actions de boycott, il y a les actions de sitting, il y a les actions, enfin il y a les conférences. S'éduquer, c'est aussi aller simplement à une conférence, s'inscrire, aller écouter, poser des questions. Et, euh, et ensuite, il faut surtout, 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 à ce stade, être en relais de ce qui se passe à Gaza, parce qu'on l'a déjà dit, ce qui manque à Gaza aujourd'hui, c'est que il n'y a pas de journalistes internationaux, il n'y a pas de médias internationaux, et donc le seul moyen de diffuser ce qui se passe, c'est de relayer la source première. La source première, c'est les Gazaouis. Et donc, il faut absolument faire cet effort tous les jours, d'aller regarder ce qui est diffusé sur ces comptes de Palestiniens qui vivent sur place, et de relayer parce qu'on a une responsabilité qui est énorme en tant que citoyen de pas laisser se dérouler ce génocide sous nos yeux sans le dénoncer. D'accord. Question dure, comment tu vois l'avenir? Effectivement, question dure, surtout en ce moment, mais je l'ai dit, je pense que si on arrête d'espérer, nous Palestiniens, on crève, quoi. C'est-à-dire que ce qui nous fait tenir, notre survie tient à notre espérance. Elle ne tient pas à une solution concrète, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui, on y voit tous flou, on a du mal à savoir, comment est-ce qu'on va ne serait-ce que survivre, parce qu'il y a plus de territoires sur lesquels les Palestiniens peuvent vivre. Encore une fois, Gaza, c'est détruit à 85. La Cisjordanie, elle est colonisée, il reste que des miettes, il y a 800 000 colons sur la Cisjordanie. Et la question vraiment de notre survie politique, au-delà de combien on est et où on est, c'est comment est-ce qu'on peut survivre politiquement et où est-ce qu'on va survivre politiquement. Sur quel espace est-ce que nous, Palestiniens, on pourra continuer demain après demain, pouvoir dire à nos enfants, nos petits-enfants, ce que c'est être palestinien et qu'on peut vivre en tant que Palestinien sereinement, librement, sans craindre d'être ciblé, colonisé, sous occupation, tué parce qu'on est palestinien. Donc c'est compliqué de se projeter, c'est compliqué d'espérer, mais c'est une résistance aussi. Je pense que espérer, c'est aussi ça, en fait, la vraie résilience. Et c'est ce que font aussi les Gazaouis quand on voit toutes ces photos, ces images de gens qui continuent de danser, qui continuent de chanter, même sous les tentes. J'ai vu aujourd'hui, ce matin, en me levant, qu'il y avait une mère de famille qui commençait à décorer une tente à Rafah pour le ramadan. Donc, qui Ouais, mettait les petites lumières, etc. Et je me suis dit, mais pas d'espoir. bah voilà, c'est-à-dire qu'il y a l'envie de vivre, l'envie de encore célébrer certaines choses comme le ramadan pour nous, bah ça veut dire que ces personnes sont encore pleines de vie, ou en tout cas, elles entretiennent cet espoir de vivre. Donc, il faut se raccrocher à ça. Maintenant, la question politique, bien sûr que les Palestiniens, il faut défendre à minima qu'ils aient un État Bien sûr. libre, indépendant. Après, c'est la conjoncture de l'histoire et les relations avec Israël qui feront sur quelles frontières, comment. Mais il faut en tout cas défendre le droit à l'autodétermination pour les Palestiniens, quelle que soit la configuration que ça prend.
D'accord. Alors j'aimerais te remercier pour le travail que tu fais, pour les risques que tu prends, mentalement, ça doit avoir un coût aussi pour tout ça, Oui, donc j'aimerais vraiment, vraiment te remercier en merci, tant que citoyen français, en tant que personne qui se mobilise pour la paix dans le monde. Si merci. quelqu'un aimerait éventuellement te suivre, il peut te suivre où? Sur Twitter? Sur, Ouais, bah, je communique essentiellement sur Twitter et Instagram. ouais, ouais, Et après, voilà, c'est sur les canaux de toute façon, mais d'accord. je vous invite aussi à rejoindre, Action Palestine, mais c'est pas que le seul, parce que OK, nous, on l'avait, c'est à ce canal, encore une fois, on l'avait surtout créé pour lancer un appel à un cessez-le-feu. d'accord. Heureusement, maintenant, on l'a obtenu, mais ça suffit pas. Et il y a plein d'autres activités, enfin, actions à suivre. Action, Je ouais. vais citer une, enfin 2. Il y a bien sûr, Urgence Palestine, il y a l'AFPS, qui fait un Bien sûr. travail énorme depuis des dizaines d'années. Et surtout en ce moment, Stop Arming Gaza, Mmh. Stop Arming Israël, pardon. Ouais. Donc, c'est vraiment une structure qui se mobilise sur le terrain et en éducation pour dénoncer la question des exportations d'armes vers Israël. Eh ben, écoute, merci à toi. À bientôt. Ça a été encore un plaisir d'échanger et Merci, longue vie à la Palestine et aux Palestiniens et aux Palestiniennes. À bientôt. merci beaucoup. Salut. À très vite. À plus.